Bonjour à tous. Il y a environ 2 ans, j'avais proposé une lecture critique de Sex and the City, la série, sous l'angle du féminisme contemporain. À l'époque, je dénonçais ce que je percevais comme une forme de propagande, la glorification de la liberté sexuelle comme une finalité, comme une fin en soi. Parce que, et c'est la réflexion que je me faisais à l'époque, ce qu'on voit dans Sex and the City, au début en tout cas, ce sont des femmes passées la trentaine, voire la quarantaine dans le cas de Samantha, la blonde sulfureuse, qui se comportent comme des gamines, comme des jeunes filles de 20 ans, insouciantes, immatures même. Pour le dire concrètement, pas de famille, pas d'enfants, pas de foyer, rien de construit, rien de durable, juste des flirts, des amourettes, des histoires d'adultère et une succession d'aventures sexuelles. Trésor, c'est la toute première fois dans l'histoire de Manhattan que les femmes ont autant de fric et de pouvoir que les hommes, plus la liberté de traiter ces messieurs comme des objets sexuels. Oui, à part que ces messieurs n'acceptent pas la règle du jeu. Ils ne veulent pas vivre avec nous, mais dès qu'ils s'aperçoivent qu'on les utilise que pour le sexe, ils n'apprécient pas du tout. Tout d'un coup, ça leur fait un choc et boum, tour descend. Et on les vire immédiatement. Oh, arrêtez les filles, est-ce qu'on est aussi cynique? Les romans d'amour, ça existe. Oh oui, c'est vrai. Tu parles. Comme avec ce type, Jérémy le poète. Avec lui, au niveau du cul, c'était incroyable. Mais après, il voulait absolument me lire ses poésies, aller dîner pour discuter rimes et pieds. Mais moi, ce que je voulais, c'était prendre le mien. C'est quand même dingue, hein. Vous êtes en train de dire que vous ne croyez plus en l'amour. Mais non, ne t'inquiète pas pour ces deux-là. Le jour où elles rencontreront le mec idéal, tu verras que toutes leurs théories iront droit à la poubelle. Non, j'en suis certaine. Non, le mec idéal, ce n'est qu'une illusion. Quand tu as compris ça, tu peux enfin commencer à vivre. Donc tu crois qu'il est vraiment possible qu'une femme arrive, enfin, qu'elle arrive à n'être plus qu'un sexe comme un homme? Était-ce vrai? Est-ce que les New-Yorkaises avaient vraiment mis un point final sur l'amour? Est-ce qu'elles ne pensaient vraiment qu'au sexe? Et en parallèle, on voit dans la série une forme de mise à l'écart, pour ne pas dire de mépris, pour les valeurs plus traditionnelles, la maternité, la famille, les enfants, la stabilité affective. Tout cela est dépeint comme ringard, dépassé, presque honteux. Et je me suis alors demandé, c'est ça le modèle qu'on tente d'inculquer à des millions de jeunes femmes qui ont vu cette série? C'est ça le modèle féminin du XXIe siècle? Des femmes de 30, 35, 40 ans, sans enfants, sans famille, sans repères, sans transcendance, sans héritage? Mais je vais être honnête avec vous, je dois reconnaître que cette lecture volontairement radicale passait à côté de certaines nuances. Parce que si on dépasse le vernis glamour, l'apparente superficialité de Sex and the City, diffusée sur HBO entre 1998 et 2004, on observe des nuances qui méritent le détour et qui redonnent à la série une part de crédibilité. Lorsqu'on y regarde de plus près, derrière le stéréotype de la New-Yorkaise libérée et indépendante, Sex and the City propose une galerie de personnages, de profils féminins tous différents, que l'on pourrait apparenter à des archétypes, chaque archétype définissant un type de femme, une vision du monde, une manière de penser, une série de comportements. Le concept d'archétype féminin a été développé par Jean Shinoba Bolen, professeur de psychiatrie clinique à l'Université de Californie à San Francisco, adepte de Carl Jung qui avait lui-même développé la notion des archétypes au sens plus large. Selon Jung, les archétypes sont des figures universelles, des modèles inconscients qu'on retrouve partout, dans les mythes, les rêves, les grandes histoires, des symboles puissants comme le héros, l'ange gardien, l'explorateur, le rebelle, le vieux sage, le fou. Et ces archétypes, on les porte tous en nous. C'est aussi ce que Jung appelle l'inconscient collectif, un inconscient qui façonne des sociétés entières. Par exemple, quand un président ou un leader est perçu comme celui qui va sauver le pays, redresser la nation, affronter les ennemis, on le charge d'une projection héroïque. Le président, c'est l'archétype du héros. Et on se fait souvent berner parce que dans beaucoup de cas, un président, c'est surtout un politicard, un opportuniste, qui peut ou pas être honnête. On est loin du héros, en tout cas. Mais notre inconscient collectif est tellement conditionné par cette figure, c'est dire la puissance de ces forces invisibles sur l'inconscient, qu'on va tous voter avec la conviction que le gars va redresser le pays. Parfois c'est vrai, mais bien souvent c'est faux.
Donc les archétypes sont des modèles profonds, inconscients, qui influencent nos comportements, nos désirs, nos choix. Et pour revenir à notre sujet, Jean Shinoba Bolen, la psychiatre jungienne, a repris ce concept des archétypes et l'a appliqué à la psyché féminine. Elle a identifié des archétypes féminins inspirés des déesses grecques, chacun représentant un inconscient collectif féminin, une façon d'être, de se comporter, d'agir dans le monde. Et parmi ces archétypes, on a Artémis, l'indépendante, la femme libre et farouche, concentrée sur ses objectifs, elle avance seule et refuse les contraintes sociales. On a Athéna, la guerrière, femme de tête, brillante, rationnelle, elle excelle dans le monde du pouvoir, de la politique, du droit. On a Hestia, la sage, discrète, posée, centrée, elle se retire du bruit du monde. On a Héra, l'épouse, dévouée au couple, au mariage, à la reconnaissance sociale. Déméter, la mère, chaleureuse, généreuse, elle vit pour donner, pour élever, pour soigner. Mais si on lui arrache ce rôle, elle souffre profondément. On a Perséphone, la jeune fille, douce mais aussi influençable, passive, parfois immature. Et enfin, Aphrodite, l'amante, sensuelle, magnétique. Elle vit pour le plaisir, la beauté, le désir. Et c'est là que l'analyse de Sex and the City devient intéressante, parce que chaque personnage incarne dans l'inconscient collectif un ou plusieurs de ces archétypes. Et c'est ce que nous allons voir en passant au scanner chacun de ces personnages. Nous allons explorer à travers Carrie, Samantha, Charlotte, Miranda, les archétypes de la femme moderne et comment ces archétypes influencent la destinée de millions de femmes à travers le monde. Pour commencer, nous avons Carrie, la blonde aux cheveux bouclés. C'est la voix qu'on entend en narration tout au long de la série. Chaque épisode commence et se termine avec ses monologues, ses petites pensées pseudo-profondes. Et franchement, si la carence affective devait prendre une forme humaine, ça serait elle. Carrie, c'est la protagoniste et elle le fait savoir. Elle a ce besoin quasi maladif de ramener tout à elle, même quand ça ne la concerne pas. Elle s'arrange toujours pour devenir le centre de l'histoire. C'est comme l'énigme du Sphinx. Pourquoi y a-t-il autant de super nanas célibataires et que des nuls chez les célibataires mâles ? Elle écrit une chronique sur le sexe, mais en vérité, ses articles parlent surtout d'amour et de confusion sentimentale. Elle se prend pour une femme libérée, mais en réalité, elle est ultra coincée. Par exemple, elle est choquée par le sexe anal. Aussi, elle a du mal avec la lingerie sexy. Elle dit elle-même qu'elle doit être ivre pour en porter. Bref, elle ne connaît rien au sexe, ni aux relations d'ailleurs. Elle est tellement à côté de la plaque qu'un jour, elle anime un séminaire sur l'art de la drague pour les femmes. Et résultat, les participantes se barrent du séminaire en découvrant qu'elle n'a ni compagnon, ni mari, ni relation sérieuse, ni enfant, ni famille. Ça se passe dans la saison 3, épisode 16. Le lendemain soir, je constatais par moi-même combien il y avait de femmes célibataires désespérées dans New York. Oh là là! Bonsoir. Salut. Bonsoir. Voilà, je suis flattée que vous soyez venues aussi nombreuses pour m'écouter. Bien. Le fait est que j'ai déjà vécu de nombreuses expériences amoureuses. Quelques bonnes, quelques mauvaises et d'autres tout à fait détestables. C'est vrai. Bien, sachez qu'il y a 2 millions d'hommes célibataires à New York. J'ai dû sortir avec 1 million d'entre eux. Et tous ces hommes circulent autour de chez vous. Alors la prochaine fois que vous sortirez le matin avec vos chaussures, votre petit sac à main et votre gobelet de cappuccino, regardez autour de vous parce que je vous le dis, notre petite métropole est en fait un nid de célibataires. Vous ne savez pas sur qui vous allez vous cogner. Vous tournez au coin de la rue et boum, plus d'inquiétude, il est là. Donnez-nous un peu plus de précision. Ah oui. Vous êtes là pour savoir où rencontrer des hommes. Bien sûr. Alors, il faut aller au Samba, dans les salles de sport et les bars de sportifs comme le Mickey Mantle. Oh, j'y suis déjà allée. Il n'y a que des hommes mariés. Ah oui, vraiment? D'accord, alors... un jour, j'ai rencontré un homme dans un bus pour les Hamptons. En fait, il s'est avéré qu'on lui avait retiré son permis et
et qu'il était en période probatoire pour le récupérer. Oh, c'est un mauvais exemple. Et soudain, j'ai eu la sensation que c'était moi le mauvais exemple. Oui, allez-y. Êtes-vous mariée? Ah, non. Oui, allez-y, je vous écoute. Avez-vous déjà été mariée? Non, si c'était le cas, je m'en souviendrai. Oui, vous là-bas, tout au fond, allez-y. Quel âge avez-vous? Écoutez, je ne suis pas une vraie experte en hommes. J'écris des articles qui parlent d'eux, c'est tout. Alors pourquoi on paie pour venir vous écouter nous parler d'eux? Carrie, vous savez, c'est un peu comme les coachs en séduction qui n'ont jamais eu de relation stable, mais qui veulent apprendre à trouver le grand amour. Vous savez, il y en a pléthore sur Internet, et c'est tous quasiment les mêmes. Ils n'ont pas de conjoint, pas d'enfants, pas de vie rangée, rien de sérieux, aucune expérience de la relation longue, aucune expérience de la paternité ou de la maternité, mais ils passent des heures à vous donner des leçons sur comment rencontrer l'amour, comment gérer son couple, comment se comporter avec les femmes ou avec les hommes. Et Carrie, c'est vraiment l'incarnation de ça. Elle passe sa vie, son temps à écrire sur les relations hommes-femmes, à donner son avis, alors qu'elle n'est pas foutue dans sa vie à elle de rencontrer un homme et de le garder. Aucune expérience de la vie, mais elle va te raconter la vie. Et le problème de Carrie ne s'arrête pas juste à son incompétence. Elle est aussi immature, égocentrique et traîne un gros traumatisme de l'enfance. C'est ce qu'on appelle les daddy issues, les problèmes de papa. Son père les a quittés, elle et sa mère, quand elle était gamine, et ça l'a verrouillée. D'ailleurs, vous savez que beaucoup de personnes qui ont du mal à créer, à nouer des relations saines et stables à l'âge adulte, traînent avec eux des problèmes de l'enfance, des problèmes de papa ou des problèmes de maman. En général, quand vous avez eu une enfance difficile, un parent absent, des parents dysfonctionnels, des parents qui vous ont donné peu d'affection, peut-être parce qu'ils travaillaient beaucoup, en général, vous devenez un adulte qui a du mal à nouer des relations stables. Et la logique est assez simple. Tu reproduis ce que tu connais. Si tu as connu le foyer stable, l'affection, les parents présents, tu reproduis le schéma. Si tu n'as pas connu ça, c'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Résultat, Carrie est anxieuse, incapable de construire une relation stable sur le long terme, et elle est toujours attirée vers les hommes inaccessibles, ceux qui fuient l'attachement, le prototype de Big. B.I.G., l'homme dont elle est amoureuse durant toute la série. Un homme plus âgé qu'elle, mais aussi riche, élégant, expérimenté, mais émotionnellement indisponible. Big ne s'intéresse à Carrie que quand elle ne s'intéresse pas à lui, que lorsqu'elle lui échappe. Et dès qu'elle est disponible, dès qu'elle veut se rapprocher de lui, il se sauve, il la repousse. Typique de l'homme au comportement ou à l'attitude évitante. Et Carrie, au lieu de fuir ce type d'homme, au lieu d'identifier l'homme toxique ou l'homme non disponible et le fuir, au lieu de se respecter, elle fait tout le contraire. Elle insiste. Elle essaye de faire marcher cette relation impossible malgré leur appartenance à des mondes différents, à une classe sociale différente. Carrie n'a ni la classe, ni les codes, ni les manières de Big. Il vient d'un autre monde. Malgré ça, elle essaye de s'incruster dans sa vie sans dignité, pendant que lui ne fait pas le moindre effort pour l'inclure dans la sienne. Il s'agit de mon boulot! J'en regrette, mais je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est pas ça. C'est notre relation. On commence à être plus proches l'un de l'autre, et toi, t'as tellement peur que tu mets un océan entre nous. Écoute, je n'ai aucune envie de parler de ça. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur pour toi de me donner une place dans ta vie, une vraie place? En rentrant chez moi, j'étais furieuse. Non pas après Big, mais après moi. Le véritable sadique, c'était moi. Il avait peut-être le fouet, mais c'est moi qui m'attachais. Je m'attachais à un homme qui était terrifié à l'idée de s'attacher à quelqu'un. Au lieu de le quitter comme une femme saine d'esprit le ferait, elle s'accroche. Elle passe de petite amie à plan cul, à maîtresse, à amie. Elle devient tout, sauf une relation stable, sauf sa femme, sa compagne. Autre chose qu'il faut savoir sur ce personnage, Carrie n'a aucune morale, parce que Big est marié.
Il a une femme, Natacha, une femme belle, élégante, classe, rien à voir avec Carrie. Elle travaille dans le domaine de la mode, elle est directrice des relations publiques pour une marque de luxe, elle est parfaitement en accord avec le monde de Big, avec son style, et il la rencontre d'ailleurs lors d'un voyage à Paris. Carrie est jalouse de Natacha parce qu'elle est tout ce que elle ne sera jamais, douce, posée, émotionnellement stable, elle comprend le monde des riches, des hommes d'affaires, bref, l'univers de Big. Et là, on touche au cœur du paradoxe de Carrie. Elle veut se faire passer pour une femme moderne, cool, féministe, mais elle va saboter une autre femme, juste parce qu'elle veut récupérer son mec. C'est une claque au féminisme et à la sororité de façade. En réalité, la solidarité féminine est un mythe. Ça n'existe pas. Les femmes sont en compétition les unes contre les autres pour les meilleurs hommes. Il n'y a aucune solidarité qui tienne entre les femmes lorsqu'il y a un homme en jeu. Et plus cet homme est riche, beau, puissant, successful, et plus la compétition est féroce. Et Carrie est un très bon exemple de ce féminisme hypocrite. Derrière sa façade de féministe libérée, spécialiste des relations hommes-femmes, dans sa vie privée, elle se comporte comme une hyène en chaleur, prête à briser des couples, des mariages, pour combler son petit narcissisme mesquin. Carrie, plus tard dans la série, a une chance de vivre quelque chose de sain avec un homme, Aidan. Un mec bien, stable, calme, cohérent, le mec idéal sur le papier. En tout cas, idéal pour une femme normale, une femme fonctionnelle. Mais pas pour Carrie. Car elle a besoin de drama, de tension, de clash, de toxicité. Pour elle, une relation où on ne souffre pas n'est pas digne d'intérêt. Et au final, c'est ce qui en fait une femme toxique. Une femme toxique, c'est une femme qui n'arrive pas à se contenter d'une relation normale, avec un homme calme, stable, tranquille. S'il n'y a pas de drama, s'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas de bagarre, s'il n'y a pas de pleurs, elle a l'impression que le couple n'existe pas. Et finalement, d'après vous, elle fait quoi avec cet homme, Aidan, avec cet homme tranquille, sage, gentil, amoureux? Eh bien, elle le trompe. Voilà ce que fait ce genre de femme aux hommes bien. Elle les trompe. Et voilà pourquoi Carrie est l'un des archétypes féminins les plus toxiques, parce que derrière sa façade de jeune femme innocente, elle trahit, elle trompe, elle manipule, elle juge, elle humilie, elle critique Samantha pour sa sexualité, alors que Samantha, elle, ne l'a jamais jugée sur sa vie chaotique. Au passage, petite parenthèse, Samantha est l'un des personnages les plus attachants de la série, on en parlera. Carrie s'énerve aussi contre une amie qui refuse de lui prêter de l'argent, alors que elle est incapable de gérer un budget. Elle sort avec un alcoolique, un ex-alcoolique, en convalescence, et le fait replonger. Est-ce que vous imaginez le délire? Pousser un alcoolique en convalescence à boire, c'est comme pousser quelqu'un du balcon. T'es en train de le détruire. Peut-être que le gars n'a pas touché une goutte d'alcool, ça fait 2 ou 3 ans, toi tu lui sers à boire. C'est de ce niveau de toxicité dont on parle. Dans un autre épisode, elle largue un mec à cause d'un tatouage trop banal. Le mec n'est pas assez bien tatoué. Aussi, elle exige d'Aidan, le garçon gentil qu'elle a cocufié avec Big, de garder Big comme ami dans sa vie. Elle dit à Aidan, « Ok, je t'ai trompé avec Big, ok, t'es cocu, mais est-ce que ça te dit que je le garde comme ami ?» Imagine la meuf qui te dit, « Est-ce que ça te dérange pas qu'on garde mon amant dans notre cercle d'amis ? Il viendra manger à la maison de temps en temps. » Carrie harcèle Natacha, la femme de Big, et la force à écouter ses excuses, alors que Natacha ne voulait plus entendre parler d'elle, elle ne voulait plus voir sa gueule. Carrie est une putain de narcissique. Tout tourne autour d'elle et de ses états d'âme. Et elle ne se remet jamais en question. C'est jamais de sa faute.
Et comme tous les individus bordéliques, Carrie ne sait pas gérer son argent. En général, quand c'est le chaos dans ta vie, c'est le chaos dans tous les aspects de ta vie. Et les gens bordéliques, en général, sont aussi financièrement bordéliques. Et on a un très bon exemple avec Carrie. Le jour où elle essaye d'acheter un appartement, c'est peut-être le seul truc sérieux qu'elle a essayé de faire, elle est surprise lorsque la banque lui refuse le prêt immobilier. Et vous savez pourquoi la banque lui refuse le prêt immobilier ? Elle n'a que 750 $ sur son compte. Vous imaginez le niveau de narcissisme de cette... J'hésitais à dire connasse. Vous imaginez le niveau de narcissisme de cette connasse. Elle va à la banque. Elle demande un prêt immobilier pour acheter un appartement à New York. Oui, monsieur, à Manhattan, avec 750 $ sur son compte. D'accord, alors allons-y. Voyons ce que vous avez sur votre compte en banque. Le capital pourra peut-être servir de garantie pour la constitution du dossier. Voilà, j'y suis. Je vois que ce jour, vous avez 700 $ sur votre compte courant. J'ai une carte bleue à débit différé. Et 957 $ sur votre compte épargne. C'est pas... Écoutez, Linda, vous êtes célibataire. Alors je suis sûre que vous allez comprendre mon problème. Je viens de me séparer de mon fiancé, ce qui est, croyez-moi, assez traumatisant, il faut le dire. Et maintenant, je n'ai que 25 jours pour trouver de l'argent pour acheter mon appartement. Sinon, je me retrouverai à la rue. Est-ce que vous avez d'autres revenus en dehors de vos articles dans la presse? Non. Mais cette année, le New York Magazine m'a nommée meilleure chroniqueuse de la ville. Oui, je suis passée devant Pete Hamill. Et en dehors de vos comptes, avez-vous d'autres biens? Propriété, actions, placements? Non. Je suis désolée, mademoiselle Bradshaw, mais je dois vous dire que vous n'avez pas le profil du candidat idéal pour obtenir un prêt. Quel niveau de délire et de narcissisme faut-il pour mettre les pieds dans une banque à Manhattan avec 750 $ en poche et demander un prêt immobilier? Et à côté de ça, elle dépense 40 000 $ en chaussures. Sur les 6 années qu'a duré la série, on estime qu'elle a claqué 40 000 $ en chaussures, bien sûr à crédit. Ce type de femme n'a jamais d'argent, c'est des femmes qui vivent à crédit. Et toute la vie de Carrie est comme ça. Vide de tout, vide de sens, vide d'argent, mais bien habillée. Et selon moi, l'archétype de Carrie est l'un des plus dangereux parce que derrière son visage angélique, doux, de jeune femme bien avec ses cheveux bouclés, son sourire, etc., se cache un bordel. Tu mets ça dans ta vie, t'es foutu. Un bordel de femme qui ne sait rien gérer, ni émotionnellement, ni financièrement. Je n'imagine même pas gérer un foyer, une maison, une famille, des enfants, etc. Bien habillée à l'extérieur, bordélique à l'intérieur. Ange à l'extérieur, démon à l'intérieur. Carrie se vend dans ses chroniques, dans ses monologues, dans sa façon de parler comme une femme romantique, mais son comportement prouve tout le contraire. Encore une fois, regardez ce que les gens font, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Quand Aidan, le garçon bien qu'elle avait rencontré, veut attendre avant d'avoir une relation sexuelle, Aidan ne veut pas précipiter les choses et veut s'assurer que leur relation est basée sur une connexion émotionnelle forte, stable, plutôt que sur des impulsions physiques. On va dire que Aidan est un romantique, un garçon bien sous tous les aspects. Carrie panique, parce qu'elle voit l'amour, selon elle, comme un mélange de gêne, de passion chaotique et de tension. Elle parle souvent dans la série de sensation du zazazou. Zazazou, selon elle, c'est une excitation débordante qu'elle ressent en présence de Big et dans des relations plus conflictuelles ou dramatiques. Cette excitation, cette montée d'adrénaline est ce qu'elle associe à l'amour véritable. Et ça montre encore une fois son immaturité totale. Le zazazou, c'est un truc d'adolescente, de gamine. Qui parle comme ça? D'accord. Disons qu'ils le font pour avoir un compagnon. Comment feront-ils durer une relation amoureuse sans le zazazou?
Quoi? Et oui, tu sais, ces papillons qui viennent te chatouiller le bas du ventre quand non seulement tu aimes une personne, mais que tu as très envie de lui faire l'amour. Je crois que c'est ça qui te fait supporter les années qui passent. Et même si l'envie s'atténue, tu gardes en mémoire le souvenir du zap-zap-zou. Elle dit ça pour faire référence à la sensation des papillons dans le ventre, l'excitation, l'adrénaline du premier rapport, par exemple. Mais c'est pas un discours d'adulte, c'est pas un vocabulaire d'adulte. Tu parles comme ça quand t'es une adolescente de 13-14 ans et que t'es amoureuse pour la première fois de ton copain de lycée ou de collège. À cet âge, tu me parles de zazazou. Bon, ça va me faire sourire. Mais une femme de 32 ans qui te parle de petits papillons dans le ventre, un peu de sérieux. Une relation adulte, ça ne repose pas sur le zazazou. Ça repose sur la stabilité, le respect, les valeurs communes. On ne construit pas une famille, une lignée, une descendance, un foyer stable sur la base du zazazou. J'ai ressenti du zazazou, on va faire une famille. Je vais faire un gamin. C'est comme ça que tu finis mère célibataire surtout. Zazazou, le mec te culbute et il se barre. C'est comme ça que ça finit. Si ton seul critère de sélection pour un homme, c'est les papillons qui te donnent dans le ventre, t'as tous les critères pour finir mère célibataire. Un homme, ça se sélectionne sur sa valeur, son courage, sa force, son envie de donner, de travailler, de protéger sa famille, son envie de procréer, d'être père, sa vision du monde, ses valeurs, c'est sur ça qu'on juge un homme. Et malgré tout ça, la série continue de romantiser Carrie comme si elle représentait la femme forte, libre, indépendante, le modèle. Mais en réalité, Carrie est un personnage qui a très mal vieilli, c'est aussi celui qui est le plus critiqué aujourd'hui. Si vous allez sur les forums spécialisés, sur Reddit, sur les sites de fan club de Sex and the City, ça existe encore aujourd'hui, Carrie, la narcissique, est aujourd'hui l'un des personnages les plus critiqués parce que c'est celui qui a le plus mal vieilli. Avec du recul, l'expérience de la vie, beaucoup de jeunes femmes ont compris que le personnage de Carrie n'est pas réaliste. Et qu'au fond, Carrie incarne tout ce qu'une jeune femme devrait éviter, tout ce qu'on devrait déconstruire. Le narcissisme, l'égocentrisme, l'obsession pour les hommes indisponibles, toxiques, l'obsession pour des hommes mariés qui ne sont pas libres, juste parce qu'ils provoquent un putain de zazazou. Et Carrie Bradshaw, c'est l'archétype de la gamine immature, la déesse grecque Perséphone, archétype de la jeune fille, influençable, immature, désorganisée, autant avec les hommes qu'avec son argent, insécure, elle cherche l'amour des autres plutôt que de cultiver son amour-propre. Elle évite les décisions structurantes, rien de sérieux, rien de solide. Elle se laisse emporter par les fantasmes et les circonstances. En bref, rien que la femme moderne ne devrait fantasmer ou aspirer à être. Deuxième personnage de la série, Samantha, la blonde sulfureuse et aussi la plus âgée. Elle a 41 ans au début de la série. Les autres, pour information, ont 32-33 ans. C'est peut-être le personnage le plus apprécié de la série. Pourquoi ? Parce qu'elle est honnête. Samantha aime le sexe, les hommes, elle aime en parler, elle enchaîne les partenaires, les expériences sexuelles, sans ne jamais faire semblant. Elle ne joue pas la sainte ni touche. Elle incarne parfaitement le « what you see is what you get ». Je suis ce que tu vois. Et c'est ce qui la rend attachante. Elle est cash, assumée, droite. Elle ne trahit pas, ne fait pas de coups de pute. Elle est sympa, amicale. Et en ce sens, elle est bien plus intègre que Carrie, malgré son image sulfureuse. Paradoxalement, c'est aussi celle qu'on connaît le moins. De son passé, on sait qu'elle a grandi sans argent, dans un milieu modeste, qu'elle a commencé à travailler très jeune et qu'elle a subi 2 avortements. Comment est-elle devenue attachée de presse puis l'une des femmes les plus influentes de New York ? On ne sait pas. A-t-elle déjà eu une longue relation sérieuse ? On ne le sait pas. A-t-elle une famille, des racines ? On a peu ou pas d'informations sur elle. Mais la chose la plus intéressante à comprendre au sujet de Samantha, c'est que c'est aussi le personnage le plus déconnecté de la réalité. Pourquoi ? Parce que, vu sa vie sexuelle, elle aurait dû au moins choper une gonorrhée,
une chlamydia, un papillomavirus et une dizaine d'infections urinaires. Alors que dans la série, rien de tout ça. Elle a baisé un nombre incalculable de mecs, elle a eu un nombre incalculable de partenaires, à tel point qu'elle a oublié, c'est la seule qui est incapable de dire combien de mecs elle a eu. Elle a testé toutes les pratiques possibles et imaginables, et avec ça, elle n'a jamais rien attrapé. Aucune conséquence, ni sur sa santé, ni sur son état émotionnel. Et elle avoue même ne pas avoir fait de test de dépistage depuis des années, jusqu'à ce que l'un de ses amants l'exige. Mais malgré ça, elle n'a rien attrapé, toujours nickel. Et ça, mes amis, même une actrice porno vous le dira, il est inconcevable de pratiquer le sexe à cette fréquence et de cette manière sans ne rien attraper. Vous savez que le monde du porno, c'est l'un des mondes les plus surveillés, l'un des environnements où les gens se testent le plus, les acteurs se testent le plus, ils sont hyper vigilants avec les IST, les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Et donc, dans ce sens, le personnage de Samantha est irréaliste. Une femme aussi ouverte sexuellement, qui ne se contrôle pas, qui ne vérifie pas sa sérologie, qui fait ça n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, et qui jamais n'a un problème de santé, même pas une infection urinaire, ça, mes amis, c'est de la science-fiction. Autre point, Samantha se comporte comme un homme. Elle baise sans engagement, parle de bites, de couilles, de branlettes, de fellations à longueur de journée. Elle enchaîne les plans cul sans lendemain. Et franchement, lorsqu'on connaît un peu les femmes, on sait que ce comportement est tout aussi déconnecté de la réalité. Sur toutes les femmes que j'ai connues et fréquentées, aucune n'avait ce vocabulaire en permanence. Les femmes ne parlent pas comme ça. Même les femmes promiscues, les femmes qui aiment le sexe, qui ont une grande libido, ne parlent pas comme ça. Les femmes en général pratiquent, elles le font, elles ont des rapports sexuels, mais elles sont assez discrètes. Elles n'étalent pas partout qu'elles ont connu 30 mecs au cours des 6 derniers mois. En général, ceux qui parlent de sexe à voix haute, c'est les hommes. Ceux qui racontent leurs exploits, c'est les hommes. Un homme, il va baiser une meuf en 6 mois, il va en parler à tous ses potes. Une femme, elle va s'en prendre 10 en 1 mois, elle dira rien, ou peut-être à sa meilleure amie, et encore. Peur de passer pour une fille facile, une pute, peur qu'on la stigmatise, etc. La règle chez les femmes, c'est la discrétion, en raison de la réputation. Et c'est en ce sens que Samantha est un peu une femme imaginée, c'est une femme qui n'existe pas dans la vie réelle. Samantha, c'est un peu un homme dans un corps de femme, ou une femme avec le cerveau d'un homme. C'est un personnage qui n'existe pas dans la vie réelle, qui ne peut pas exister dans la vie réelle. Elle a aussi une libido anormalement élevée, toujours prête, même avec des inconnus. Elle dit aussi jouir à chaque fois, même vaginalement. Et là, admettons-le, c'est du délire. Je ne connais pas de femmes qui jouissent à chaque fois. Ça n'existe pas. Une femme n'est pas un homme. Un homme jouit à chaque fois. Un homme, il se branle, il jouit. Il éjacule, il jouit. À chaque éjaculation, il a un orgasme. C'est mécanique. Une femme ne fonctionne pas comme ça. L'orgasme chez la femme est très complexe. Il est souvent plus clitoridien que vaginal et il se passe aussi beaucoup dans la tête. Une femme, pour vraiment atteindre l'orgasme, a besoin d'un niveau de connexion assez élevé avec son partenaire. Elle a besoin de se sentir bien, en sécurité. Il y a plein de choses qui se passent chez la femme pour qu'elle puisse atteindre l'orgasme. Une femme qui me dit « moi j'atteins l'orgasme tout le temps, à chaque fois, vaginalement », c'est une menteuse. Et encore une fois, ça confirme que le personnage de Samantha a été créé comme un personnage masculin. Elle réfléchit comme un homme, elle parle comme un homme, elle a le rapport au sexe d'un homme. Elle a la libido d'un homme, celui qui veut baiser tout le temps, c'est l'homme. La femme aussi a une libido, mais elle n'est pas aussi élevée ou agressive que chez l'homme.
Des hommes qui veulent baiser, qui se font rejeter par leur compagne, ça arrive, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a envie de dormir, parce qu'elle a eu une mauvaise journée, etc. Des femmes qui se font rejeter par leurs compagnons lorsqu'elles ont envie de baiser, c'est rare. Un homme, en général, il est toujours prêt. Tu le tripotes un peu, il bande. S'il est en bonne santé, s'il n'est pas trop vieux, etc. Donc, l'envie de sexe est plus grande chez l'homme que chez la femme. Et pour vous montrer un peu le niveau de délire du personnage de Samantha, dans l'un des épisodes, elle fait une pipe sans capote à un livreur, parce qu'elle a envie. T'imagines, le livreur Deliveroo, il arrive, il te pose ta pizza, tu lui fais une pipe. Et pour Samantha, le sexe se consomme. Rien de sérieux, rien de solide. Elle ne construit rien sur le long terme, elle ne se projette pas, rien, elle ne voit rien dans le futur avec personne. Et en réalité, pour comprendre la série, il faut comprendre que Samantha ne représente pas une femme réelle. C'est un personnage comique, c'est un contrepoint exagéré pour détendre la série. Samantha, c'est un peu le personnage inventé, masculinisé, hyper sexualisé pour rendre la série drôle. Et en gros, c'est presque une façon de dire qu'une femme qui est drôle, intéressante, c'est une femme qui se comporte comme un homme. Et finalement, c'est peut-être pour ça qu'on pardonne tout à Samantha. C'est pour ça que ça reste un personnage attachant, parce qu'elle incarne l'ego féminin poussé à l'extrême et une caricature qui ne peut pas exister. Au final, tout le monde sait que c'est un personnage fictif et on ne l'attaque pas. Alors vous allez me dire, c'est une série. Ce sont tous des personnages fictifs. Mais les autres sont des femmes qui existent. Tu trouveras dans ta vie, tu rencontreras dans ta vie des femmes bitchy comme Carrie, des femmes romantiques comme Charlotte, des avocates comme Miranda. Tu en croiseras dans ta vie. Des femmes comme Samantha, t'en croiseras jamais. Ou alors c'est un transsexuel. L'ego d'un homme dans le corps d'une femme. Mais derrière cette façade excentrique, artificielle, Samantha a aussi une part de vulnérabilité qu'on voit dans la série. Par exemple, on la voit pleurer lorsqu'elle se voit refuser un emploi parce que c'est une femme, ou plutôt un contrat. Elle tombe amoureuse de Richard, un homme qui finit par la trahir. Elle devient jalouse, possessive, fragile, et en fait elle contredit un peu ce qu'elle disait au départ. Finalement, elle a aussi la capacité de se projeter quand elle voit ou rencontre la bonne personne. Sa relation avec Richard contredit quelque part tous les discours de liberté, de femme forte, d'indépendance, de relations courtes qu'elle avait promus quelques saisons avant. Et le seul moment où la vie rattrape réellement Samantha, le seul moment où elle redescend sur Terre et elle arrête un peu ses délires, c'est quand elle tombe malade. Samantha apprend qu'elle a un cancer du sein et c'est le seul moment où ce personnage complètement inventé, complètement déconnecté de la réalité, redescend sur Terre. La maladie la ramène sur Terre. Et elle commence à affronter la réalité du cancer, la possibilité de la mort, le sens de la vie, etc. Et la morale de l'histoire, c'est que l'idée que représente Samantha, une femme séduisante, sexuellement active, rayonnante à 50 ans, est une illusion. À la fin de la série, Samantha a presque 50 ans. Lorsque la série commence, elle en a 42. Et dans le monde réel, une femme de presque 50 piges, dans le monde des bars, des cocktails, des soirées, est invisible. Sur le marché de la séduction, elle est invisible. Et c'est ce qu'ont compris beaucoup de femmes. Beaucoup se sont laissés berner par cette idée. Tout le monde n'a pas cette lecture que j'ai de Samantha, de comprendre que c'est un personnage totalement inventé, qui ne correspond à aucune femme réelle, mais je suis certain qu'il y a plein de jeunes femmes qui ont cru à ça, qui ont vu cette série et qui se sont dit « Moi aussi, je veux être une femme active, rayonnante, avec une vie sexuelle incroyable à 47, 48, 50 ans. Ça va être génial, les bars, les cocktails, je vais me taper tous les mecs que je veux. T'as des mecs de 25, 30 ans qui vont me regarder. » Mais arrivées à 47, 48 piges, elles ont compris que ça se passait pas comme ça dans la vie réelle. Dans la vie réelle,
Personne ne te regarde à cet âge-là. C'est fini. Du moins, je parle de séduction. Je parle pas de vie professionnelle, de vie civile. Je parle de séduction, de vie amoureuse, de vie affective. Penser qu'à 50 piges, quand t'es une femme, tu vas culbuter des beaux gosses, des Apollons à tout va, des hommes d'affaires, qu'ils seront tous à tes pieds, c'est illusoire. Et Samantha Jones a deux archétypes. Elle a un archétype dominant et un archétype secondaire. Son archétype dominant, c'est Aphrodite, l'amante. Sexualité assumée, magnétisme, hédonisme, elle attire, séduit, incarne la femme maîtresse de son désir et de son image. Et son archétype secondaire, c'est Artémis, la chasseresse. Indépendante, autonome, non soumise à l'amour romantique. Elle vit selon ses propres règles, refuse les conventions, protège farouchement sa liberté. Troisième personnage et troisième archétype, Charlotte, la brune, la princesse Disney avec une vie sexuelle épanouie. Charlotte, c'est le personnage le plus traditionnel de la série. Pour elle, la vie d'une femme, c'est le mariage et les enfants. Mais le chemin qu'elle emprunte pour y parvenir n'a rien de traditionnel. Il est même paradoxal. Charlotte pense qu'être discrète au lit et ne pas trop exposer sa vie sexuelle suffit à faire d'elle une femme traditionnelle. Sauf qu'une femme vraiment traditionnelle n'enchaîne pas les relations avec des inconnus. Et il y a donc une incohérence entre ses valeurs et sa vie amoureuse. Entre la vie rangée et traditionnelle dont elle rêve, stabilité, mari, famille, enfants, et les queues qu'elle s'enfile dans la série. Pour info, dans Sex and the City, Charlotte York, c'est son nom complet, a eu 18 partenaires sexuels au cours des 6 saisons, soit autant que Carrie Bradshaw. Charlotte est souvent perçue comme la plus prude du groupe, mais en réalité, c'est juste sa langue qui est prude. Elle ne parle pas trop de sexe, comparée aux autres. Mais niveau kilométrage de queue, elle s'est enfilée. Elle s'est enfilée pareil que les autres. Elle n'a rien à envier aux autres. Il n'y a que Samantha qui fait mieux. Charlotte vient d'un milieu bourgeois, je la définirais comme la plus éduquée, la plus élégante du groupe. Elle est posée, soignée, elle a des manières, elle sait s'exprimer. Le genre de femme que tu présentes à ta mère sans problème. C'est aussi la plus réservée, parfois un peu naïve. Même si elle a eu ses expériences, Charlotte croit aux limites. Dans le sexe, les relations, la vie, contrairement à Samantha par exemple, pour qui il n'y a aucune limite. Un bon exemple, quand Charlotte découvre que Carrie couche avec Big, un homme marié, c'est la seule qui lui dit les choses en face. C'est la seule qui lui dit que c'est honteux, que ce n'est pas bien, que ce n'est pas normal de courtiser un homme marié. Chez elle, le mariage a une vraie valeur. Mais le problème aussi, c'est qu'elle le sacralise tellement qu'elle oublie l'essentiel. Se marier, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est juste le début. Elle apprendra plus tard que la vie est bien plus compliquée que son rêve de princesse. C'est dans ce sens que Charlotte est le personnage de Walt Disney. Elle a tellement fantasmé le mariage qu'elle n'a jamais imaginé que le mariage et la vie de couple pouvaient aussi s'accompagner de son lot de difficultés. Et ça n'a pas raté, son mari, Trey, beau, riche, chirurgien, éduqué, traditionnel comme elle, il coche toutes les cases, mais il ne l'aime pas vraiment, pas comme elle le souhaite en tout cas, et il est accroché à sa mère. C'est un fils à maman, il fait ses courses, il y a sa mère à côté, il prend une décision, il en parle à sa mère. Et surtout, il est impuissant. Il ne bande pas, et il n'arrive pas à concevoir. Et c'est un peu le fil rouge de la relation entre Trey et Charlotte, le gars ne bande pas. Elle a des désirs, des envies, des fantasmes, le gars n'arrive pas à la lever. Et le couple finit par se séparer. Et c'est un peu l'évolution de Charlotte dans la série. Elle passe de l'idéalisme romantique à une vision plus réaliste du couple. Elle grandit, elle comprend que la vie, ce n'est pas une comédie romantique, elle devient plus lucide et plus mature au fur et à mesure des épisodes.
Charlotte est une femme romantique, mais elle n'est pas totalement naïve pour autant. Elle comprend très bien les dynamiques de pouvoir dans le couple, les différences de revenus, les pressions sociales. On l'accuse parfois d'être snob ou classiste en raison de son look, mais elle a bien plus les pieds sur terre qu'on ne le pense. Aussi, parmi les personnages de la série, c'est probablement celle qui souffre le plus. Divorce, fausse couche, infidélité, frustration sexuelle, dépression intime, sa vulve est devenue déprimée. Dit-elle avec humour, elle le dit dans la série, ma vulve est déprimée. Elle a peur de finir seule, elle angoisse, elle a un rapport compliqué à son corps, tout y passe. Elle a à peu près tous les complexes et les traumatismes qu'une jeune femme de son âge peut avoir. Ton vagin fait une dépression? L'antidépresseur vaginal doit corriger l'équilibre en quelque sorte. Attends, mais comment sais-tu que ton vagin est déprimé? Il y a des symptômes. Lesquels? Il a du mal à réagir? Il se gave d'éclairs au chocolat, peut-être? Ah, c'est très drôle, mon vagin est déprimé. Quoi qu'il en soit, j'ai peut-être une vulvovaginite. Vulvovagi quoi? Attends, tous les jours, il faut que je tienne mon journal vaginal. Non, non, je t'en prie. Aujourd'hui, ce cher vagin a eu le bourdon. Ce genre de journal? Cher vagin, si tu as des confidences à faire, je t'écoute. Non, je dois parler dans ce journal des jours où ça gratouille et des jours sans. Ça va faire un best-seller. Mais elle tient le coup, elle garde le cap, elle ne bouge pas, elle campe sur ses valeurs et elle trouve enfin l'amour, le vrai, avec un homme, Harry. Et chose intéressante, un homme qui ne correspond en rien à son idéal de beauté. Il est petit, il est chauve, il a le dos poilu, mais quand je vous dis poilu, faut regarder la série pour le croire, hein. Le dos de Harry, c'est Chewbacca. Mais elle l'aime. Et c'est à ce moment-là que Charlotte a décidé d'être correcte avec nous. Je sors avec un homme, en quelque sorte. Alors t'as une sorte de relation amoureuse? C'est ridicule, il est très loin d'être mon type d'homme. Il est hétérosexuel? Ah oui, mais il est chauve et il est petit. Et il parle la bouche pleine. Je n'ai aucune envie d'être vue en public avec cet homme. Et je déteste son prénom, Harry. En plus, il est velu, de partout sauf sur la tête. Oh, et au lit, ça se passe comment? C'est le meilleur coup de toute ma vie. Je crois que j'aime bien cet homme. Il la respecte et elle ira même jusqu'à se convertir au judaïsme pour lui. Harry est juif. Et finalement, elle l'épouse. Ou c'est plutôt lui qui l'épouse. Et finalement, ce qu'on voit au travers du personnage de Charlotte, c'est une femme qui lâche ou qui abandonne ses idéaux de perfection pour une chose imparfaite mais plus réelle. Pour une chose imparfaite mais plus solide. Harry, c'est pas le mec parfait, c'est pas le beau gosse dont elle rêvait, c'est pas le WASP, le White Anglo-Saxon Protestant, le grand, blond, beau gosse, famille traditionnelle, de la même religion qu'elle, protestant, etc. Ce qu'elle trouve, c'est tout le contraire. Un petit juif, chauve et poilu. Mais ce gars la respecte, il l'aime, il l'épouse et il lui donne tout ce dont elle a rêvé. Une famille, un statut de femme, mariée, des enfants. Et la morale de l'histoire, la morale de Charlotte, c'est que parfois, pour trouver du vrai, il faut savoir abandonner la fiction parfaite de Walt Disney. Le prince charmant ne sera peut-être pas aussi charmant que ça, mais ça fonctionnera pour toi. Il te donnera les enfants dont tu as envie, il te donnera le respect dont tu avais rêvé, et il t'offrira le mariage que tu avais fantasmé, etc. Il n'est pas parfait, mais il est là, il fait le job. Et la morale à tirer du personnage de Charlotte, c'est qu'elle évolue parce qu'elle accepte l'imperfection. Elle accepte de troquer le fantasme de la perfection contre l'objet réel. Harry, c'est l'objet réel. C'est loin d'être l'homme fantasmé. C'est pas un Apollon, c'est pas un beau gosse, mais c'est un mec réel. Ici et maintenant, pour elle. Et voilà comment finit l'histoire de Charlotte. Elle lâche prise, elle accepte cette réalité, et c'est là qu'elle rencontre et qu'elle trouve enfin ce qu'elle cherchait. Et finalement, Charlotte, c'est peut-être le personnage le plus réel de la série. Parce que c'est ça la vie en réalité. Tu obtiens finalement quelque chose qui fonctionne pour toi.
C'est jamais ce que tu voulais exactement au départ, mais ça fonctionne pour toi. Comme le chantaient les Rolling Stones, « You can't always get what you want, but if you try sometime, you'll find you get what you need. » Tu peux pas toujours avoir ce que tu veux, mais si tu essayes, tu verras que parfois tu obtiens ce dont tu as besoin. Et l'archétype de Charlotte York est Hera, l'épouse. Charlotte cherche la reconnaissance sociale à travers le mariage et la famille. Elle valorise l'institution du couple, rêve de perfection conjugale et sociale. Son identité passe par le rôle d'épouse, puis de mère. Son imaginaire, son inconscient est construit autour de la figure de l'épouse. Et pour finir, on a le dernier personnage, Miranda, la rousse. Miranda, c'est la féministe du groupe, celle qui au début rejette tout ce qui ressemble de près ou de loin à un rôle traditionnel. Mariage, maternité, foyer, famille, ce n'est pas pour elle. Et pourtant, la vie va peu à peu la pousser à assumer ses rôles malgré elle. Elle commence comme la caricature de la working girl, coupe courte, tailleur, froide, indépendante, convaincue qu'elle n'a besoin de personne, mais cette posture cache une blessure. Un ex l'a quittée après des années de relation, et après cet épisode, elle s'est émotionnellement fermée et totalement ou entièrement dédiée au travail. Elle travaille beaucoup, réussit, achète son appartement seule dans la trentaine, sans partenaire. À New York, c'est présenté comme un exploit, et à juste titre. Miranda évolue dans un monde d'hommes et ça forge une certaine dureté. Pourtant, il y a en elle une vraie fragilité, elle ne se trouve pas séduisante, pas très féminine, elle le dit elle-même, elle veut être aimée pour son intelligence, son ambition, pas pour son physique, qu'elle trouve très moyen. Chose avec laquelle je suis d'ailleurs pas d'accord, je trouve Miranda sublime. Les hommes qu'elle rencontre sont souvent instables ou intimidés par sa carrière d'avocate et elle garde ses distances par peur d'être rejetée. Elle écoute Samantha, c'est un peu le leader du groupe, Samantha, essaye d'imiter son détachement, mais ça ne dure jamais très longtemps. C'est dur d'imiter Samantha pour les raisons que je viens de vous expliquer. C'est un bonhomme, Samantha. Aucune femme ne peut faire ce qu'elle fait. Sucer des livreurs, se taper des mecs n'importe où, n'importe comment. Aucune femme sensée ne peut ou ne doit faire ça d'ailleurs. Et puis il y a Steve, un barman, simple, drôle, gentil, rien à voir avec ses critères initiaux. Steve est petit, il porte des lunettes, il a un physique banal, il n'est pas riche, il n'est pas moche, mais on va dire que ce n'est pas un Apollon, mais c'est le seul qui la fait rire, le seul avec qui elle se sent bien, elle se relâche, elle se dévoile. Leur relation est chaotique mais sincère, et elle dure malgré les difficultés. Elle finit par tomber enceinte accidentellement et au début, elle pense avorter. Mais elle se ravise face à la réalité des choses. Elle a 37 ans, Steve n'a qu'un seul testicule et elle se dit c'est déjà un miracle que je sois enceinte. Vous savez qu'à 37 ans, la fertilité n'est plus à son pic chez les femmes. C'est toujours possible d'avoir des enfants et beaucoup de femmes le font. Mais voilà, c'est pas l'idéal, c'est un âge tardif. Elle se dit, c'est déjà un miracle que je sois enceinte. Le mec en plus n'a qu'une seule couille. Dans l'histoire, Steve a perdu une testicule ou un testicule suite à un cancer des testicules. Et Miranda se dit à juste titre, je n'aurai pas d'autre chance. Si j'avorte, c'est fini. Et elle décide de garder l'enfant. Une décision qu'elle ne regrettera pas d'ailleurs. Et c'est la seule dans la série à montrer avec son bébé ce qu'est concrètement être une mère célibataire à New York. Mais sa relation avec Steve ne dure pas, le couple se sépare et ils élèvent leur fils séparément, chacun de son côté en mode coparent. Puis ils finissent par se rapprocher de nouveau, ils se remettent ensemble et ils se marient. Et la cérémonie est simple, intime, elle se passe dans un parc, à New York.
La maternité transforme Miranda, elle apprend à lâcher prise, à admettre qu'elle ne peut pas tout faire, elle laisse un peu de côté sa carrière pour sa famille, elle lâche un peu prise, et pour la première fois, elle commence à apprécier la vie sans pression. Pour la première fois, il y a autre chose que le travail dans sa vie. Avant ça, Miranda, c'est l'avocate spécialisée dans le pénal, sérieuse, travailleuse, il n'y a que ça qui compte pour elle. Et pour la première fois, elle réalise que s'occuper d'une autre vie, c'est tout aussi intéressant. Voir un bébé évoluer, grandir, se dédier à autre chose, c'est plus enrichissant même, ou peut-être complémentaire à cette carrière d'avocate qui ne laissait pas de place à l'émotion, à la vie d'une façon générale. C'est bien beau d'être une avocate qui réussit, mais à part ça, t'as quoi ? Il se passe quoi quand t'arrives à 60 ans, 65 ans, 70 ans? C'est quoi ta vie? Sans enfants, sans petits-enfants, sans tribu? Et je pense qu'elle a réalisé ça en s'occupant de son bébé, en se disant j'ai failli passer à côté de ça. Et Miranda traverse une évolution significative en tant que personnage. Elle passe d'une femme carriériste, cynique, plutôt réticente à l'idée de la maternité, à une mère qui, malgré ses doutes, choisit d'assumer sa grossesse et d'élever son petit plus ou moins maladroitement, mais elle apprend comme tout le monde. Pour conclure, Miranda est la femme qui évolue le plus dans la série. C'est peut-être aussi la femme à laquelle beaucoup aimeraient s'identifier et se reconnaître. Elle est brillante, intelligente et en même temps mère. Elle s'occupe de son petit, elle est attentionnée, vulnérable, elle finit mariée, elle s'installe à Brooklyn, toujours avocate, toujours sarcastique, mais plus apaisée, plus épanouie et avec un enfant à élever. Et avec Charlotte, c'est les deux seuls personnages qui peuvent ressembler à la femme moderne. La femme qui travaille, débordée, qui a des doutes, qui a une vie chaotique, qui aspire à rencontrer quelqu'un, à avoir un enfant, mais qui n'arrive pas à le faire, ou parce qu'elle travaille trop, ou parce qu'elle ne rencontre pas d'homme de qualité, ou parce que ses standards sont trop élevés, puis elle les baisse au fur et à mesure des années qui passent. Cette vie chaotique, ce changement de mentalité, de perception du monde, en fait, c'est à ça que ressemble la vie. C'est ni la vie délirante de Samantha qui consiste à se prendre des coups de bite toute l'année sans finalité, ni la vie narcissique, vicieuse de Carrie qui passe son temps à courir après des hommes toxiques et mariés. Ces deux personnages sont assez déconnectés de la vie réelle. Mais Miranda et Charlotte sont celles qui ressemblent le plus à la femme moderne. Et l'archétype dominant chez Miranda, il est assez évident, c'est Athéna, la guerrière. Miranda est stratégique, rationnelle, ambitieuse, orientée vers le succès et le travail, elle valorise l'intellect, la justice, la carrière, la logique, elle a du mal avec l'émotionnel, elle rejette les conventions féminines classiques, au début de la série en tout cas, et elle a aussi un archétype secondaire, on va dire, qui est celui d'Hestia, la sage. À mesure qu'elle devient mère, elle découvre un équilibre plus intérieur, elle apprend à accepter ses émotions, elle cherche une forme d'unité intérieure malgré les tensions entre sa carrière, sa maternité, sa vie de couple, les exigences de la vie moderne. Et la question que je vais poser, c'est un peu celle avec laquelle j'ai commencé ce podcast. La série est-elle si progressiste que ça ? La série est-elle si féministe que ça ? Eh bien, ça dépend de comment on la regarde et surtout avec quel niveau d'analyse et de recul. On pourrait avoir une lecture lointaine, superficielle et classer immédiatement la série dans la catégorie féministe progressiste, mais ça serait une erreur. Parce qu'on peut aussi avoir une lecture plus profonde, plus fine, et voir la série non comme un bloc monolithique, mais comme 4 scénarios, 4 parcours de 4 femmes qui présentent ou qui représentent chacune une facette, un archétype de la femme moderne.
Et peut-être que la clé de la longévité de Sex and the City, c'est que les parcours de ces protagonistes sont un miroir dans lequel beaucoup de femmes se reconnaissent, notamment à travers leurs échecs sentimentaux. Parce que derrière le vernis, la relative réussite de la New-Yorkaise indépendante et libérée, derrière les soirées, les amants, le sexe, la série parle aussi du parcours fracassé de la femme qui évolue dans la grande ville. Un environnement difficile, hyper concurrentiel, cher, stressant, qui laisse peu ou pas de temps à la famille, ni à la maternité, ni aux relations sérieuses, solides, des environnements de l'éphémère, où rien ne dure réellement, ni les amitiés, ni les relations. À l'ère du female empowerment et du féminisme hystérique, Sex and the City nous montre aussi les parcours difficiles, compliqués de ces femmes, des problèmes dont on ne parle pas, la difficulté d'avoir des enfants, la stérilité, la maladie, le cancer notamment au travers du cas de Samantha qui tombe malade, la difficulté d'avoir des rapports sérieux, de rencontrer un partenaire dans des villes compliquées, Paris, New York, Los Angeles, des villes déshumanisantes, aliénantes. Et en fait, la série, malgré sa réputation glamour et superficielle, est bien plus profonde qu'on ne le pense. Elle touche à des sujets bien plus cyniques et bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Et l'autre raison pour laquelle la série a marqué toute une génération, mais cette raison est bien plus évidente, c'est que c'est la première fois qu'on voyait des femmes parler ouvertement de sexe dans une série grand public. C'est la première fois qu'on voit des femmes parler de masturbation, de ménopause, de bite, de baise, sans tabou. On n'avait jamais vu ça avant. Les séries américaines étaient plus ou moins pudiques sur ces sujets. Et Sex and the City a normalisé ces conversations. C'est même devenu une référence. Aujourd'hui, ça nous semble banal, on s'est habitué à ça, mais faites un peu un voyage dans le temps, hein. Placez-vous en 1998 quand la série commence, et imaginez les gens qui ont entendu pour la première fois Samantha parler de taille de bite, de couilles, d'orgasme, lui je l'ai sucé... Lui m'a pénétré dans tous les sens. Imaginez le choc des premiers téléspectateurs qui ont découvert la série en 1998. Et peut-être qu'au final, le plus grand mérite de la série, c'est d'avoir montré que derrière le féminisme hystérique, comme je le disais, le female empowerment et le mythe de la femme forte, il y a avant tout des individualités, des femmes avec leurs problèmes, leurs échecs, leurs doutes, leurs difficultés. Elles font des erreurs, elles se trompent, puis elles apprennent, elles mûrissent, et elles trouvent leur chemin, les plus intelligentes en tout cas. Pour les autres, comme Carrie Bradshaw, la narcissique accro aux hommes mariés et inaccessibles, cela reste sans espoir. Ces femmes ont des problèmes psychologiques bien plus profonds qu'il faudra régler avant d'envisager la moindre relation saine. Elles saboteront, les femmes comme Carrie, saboteront n'importe quelle relation, même avec le meilleur des hommes. Le plus doux, le plus gentil, le plus beau, le plus riche, s'il n'est pas toxique, s'il ne joue pas avec leurs émotions, s'il ne leur fout pas des claques émotionnelles, elles ne trouveront jamais satisfaction. C'est ce qu'on appelle des femmes dysfonctionnelles. Pour finir, pour conclure ce podcast, le succès de cette série réside justement dans ces 4 personnages, ces 4 archétypes qui nous rappellent que la femme, au singulier, n'existe pas. N'existe pas au sens sociologique en tout cas, au sens biologique évidemment. Mais sociologiquement, il y a des femmes avec des niveaux socio-professionnels différents, avec des aspirations différentes, avec des éducations différentes, des valeurs différentes, des conceptions de la vie, du couple, de la maternité, qui produisent des archétypes et des comportements tous différents. Et c'est justement ce que cette série a réussi à faire. Retranscrire à l'écran la diversité du monde féminin. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur cette série. Il y a beaucoup de passages drôles, intéressants,
que je pourrais analyser. Et je vous annonce dès à présent que le prochain épisode Patreon sera consacré à l'analyse des meilleurs passages, des meilleurs extraits de Sex and the City. Certains sont très intéressants. J'ai déjà commencé à préparer certains extraits. J'ai dû revoir des épisodes de la série et je pense qu'il y a vraiment matière à faire un excellent podcast d'analyse des meilleurs passages, des meilleures répliques de Sex and the City. Je le ferai sur Patreon et Spotify en exclusif parce que sur YouTube, avec les strikes pour les droits d'auteur, HBO, c'est très compliqué à faire. Sur Patreon, je n'ai pas de problème avec ça. Sur Spotify, non plus. Donc, encore beaucoup d'informations et de développement au sujet de cette série dans le prochain épisode exclusif qui ne saurait tarder peut-être dans une petite semaine. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, voilà pour cet épisode beaucoup plus nuancé, beaucoup plus riche que la simple critique du côté féministe de la série, parce qu'en réalité, il y a tellement de couches d'analyse possibles que cette série devient réellement un objet d'étude fascinant. Et j'avoue être moi-même passé à côté de cette richesse au début, par manque de connaissances, par manque de finesse, par manque d'expérience de la vie. Il se passe des choses, hein, les hommes aussi évoluent, pas que les femmes, hein, on change, on avance, notre vision du monde évolue, et heureusement, vous savez, si on n'évolue pas en 10 ans, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé. Hein. Normalement, quand 10 ans passent, c'est 10 ans d'expérience, 10 ans de maturité, 10 ans d'apprentissage. Donc, on devrait, comme un bon vin, s'améliorer au fur et à mesure des années qui passent. En tout cas, pour les meilleurs d'entre nous. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.